Bon, les US, moi, pour moi, c'est un incontournable. Sur le long terme, bien évidemment. C'est Warren Buffett qui disait, enfin, ne pariez jamais contre les États-Unis. C'est tout à fait ça. Donc, c'est un incontournable, il faut en avoir dans son portefeuille. Le français aime l'immobilier. Ça peut pas s'envoler. On considère comme une valeur refuge depuis des décennies, mais apparemment, on prêtait à 18. Et les gens ont oublié ça. Oui, mais 3,5 aujourd'hui, c'est rien. Et avant, on prêtait même sur gage. Si on remonte, c'était de plus en plus cher d'emprunter. Aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Bonjour à tous, bonjour Serkan, merci d'être Bonjour. avec moi. Donc Serkan, tu es CGP 2.0. Tu vas pouvoir te présenter ensuite. Je suis très content de t'avoir avec moi sur cet épisode. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion d'un cash-out par le dirigeant lors d'une opération de LBO. Donc je te laisse déjà te présenter rapidement. Bonjour Hugo, merci de m'avoir invité à ce super podcast et ravi de pouvoir échanger avec toi durant cette bonne heure sur des sujets que beaucoup de chefs d'entreprise peuvent être confrontés. Oui, donc je suis Serkan Bulut, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis maintenant à peu près 3 ans et demi. Et j'ai cette particularité d'être dans les finances depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Donc ça fait un bon 25 ans que je suis baigné dans les finances. Donc c'est vraiment une pure passion pour moi. J'essaie dans la mesure du possible quotidiennement d'aller conseiller et mettre surtout l'humain au centre de mes relations, conseiller sur la partie financière, fiscale, immobilière, etc. D'accord, donc à titre personnel et professionnel, Tout à fait. Tout à fait. tu accompagnes tes clients là-dessus. Et tout à fait, chef d'entreprise et particulier. Donc pas avec, je n'ai pas de, entre guillemets, «de ticket d'entrée» pour aller travailler avec quelqu'un. À partir du moment qu'il y a des problématiques, des besoins, projets à moyen long terme, je reste à la disposition de n'importe qui pour aller travailler cela main dans la main. Donc en construisant vraiment des stratégies patrimoniales bien définies et pertinentes. OK, super. Donc aujourd'hui, on va parler, comme je disais précédemment, de la gestion du cash out. Donc, pour resituer un petit peu le débat, un fondateur, on prend l'exemple d'un fondateur qui détient une société à 100 depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il a l'intégralité de son patrimoine qui est en fait qui est lié à la valeur des actions qu'il détient. Parfois, ce qui se passe, c'est quand il souhaite vendre une partie de toute ou partie de sa société, il va trouver un investisseur financier qui peut réaliser ce qu'on appelle une opération de LBO. Et dans le cadre de ce genre d'opération, ce qui se passe, c'est qu'il y a une holding de reprise qui va être créée et l'investisseur financier va apporter des fonds, va apporter de la dette et on va acheter 100 des titres de la société qui est détenue par le fondateur. Et ce qui se passe dans ce genre d'opération, ce qui est pas rare, c'est que le fondateur réalise ce qu'on appelle un cash out. Donc en fait, il va sortir une partie de la valeur de ce qu'il détenait avant. Donc je le redis, avant son patrimoine, c'était la valeur de sa société. Là, on va lui permettre, via ce type d'opération, de sortir une partie de son patrimoine sous forme de cash. En fait, il va faire un cash out, le terme. Et donc, il va se retrouver avec de l'argent à titre personnel les investisseurs vont également lui demander de réinvestir une partie de ses produits de cession dans la nouvelle structure. Donc là, on va commencer par la première chose à faire quand tu es un dirigeant. La première question que j'ai à te poser, c'est quelle est la première chose à faire quand le dirigeant reçoit en fait son cash out? Quelle est la première chose qu'il doit faire immédiatement une fois qu'il reçoit l'argent? Avant de vouloir conseiller quoi que ce soit, la première chose que je fais, c'est déjà de faire ce qu'on appelle un audit patrimonial. Donc déjà de voir l'envers du décor, c'est-à-dire, heu, faire un détail même, de sa situation civile, fiscale, économique, en couverture de prévoyance. Voilà, vraiment une approche dite globale, pas d'approche produit, pas d'approche vraiment où on va aller directement s'axer, sur oui, il y a 3 000 000, 5 000 000 qui sont disponibles, on en fait quoi? Non, déjà vraiment faire, ce travail de fond et de forme sur l'audit. Et à côté, au vu des montants, il est préférable, et moi je le fais en tant que tel, vraiment de travailler en interprofessionnalité. C'est-à-dire d'aller avoir un avocat fiscaliste, un notaire, un expert comptable, vraiment pour pouvoir apporter cette expertise et ce conseil vraiment global, parce que un conseiller en gestion de patrimoine, et je me qualifie comme ça, est un médecin des finances, Ça, la fi mais un médecin des finances généraliste. Je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout, même s'il y a une expertise, de plus de 20 ans, mais il y a des choses que je ne maîtrise pas. Je ne suis ni expert comptable, ni avocat fiscaliste, ni notaire. Donc, va falloir aller, vraiment travailler main dans la main avec, l'intégralité de ces, secteurs d'activité, corps de métier, pour pouvoir apporter ensuite une préconisation
en fonction des besoins, des projets à court, moyen et long terme. Donc, avant de conseiller quoi que ce soit, l'audit patrimonial et ce travail de fond avec, les interlocuteurs que je viens de citer est essentiel. OK, donc en fait, la première chose à faire, c'est de réaliser un diagnostic Exactement, en passant par toi. tout à fait, Diagnostic, OK. Donc en fait, la 1re chose, c'est de ton côté, c'est de poser des questions. Ouais, exactement et donc tu as pendant pas de réponse toute faite. non, Première chose, diagnostic, comme tu disais, un médecin des finances, première chose qu'un médecin fait quand on arrive, c'est qu'il pose la question: «Quels sont vos symptômes?» Donc exactement, c'est comme ça que tu procèdes. Donc avant même, on parle même pas de le montant d'argent ou, enfin, c'est le montant ou l'aspect financier sur le principe, immédiatement, c'est pas la question. L'important, c'est vraiment déjà là, de poser le diagnostic et poser toutes les questions. Donc tu vas aller voir les différents, tu disais experts comptables, avocats fiscalistes en exactement. fonction des enfin, Et dis-nous même un peu des plus ingénieurs là-dessus. patrimoniaux, voilà, D'accord. en tant que tels, qui ont vraiment cette expertise un peu plus pointue. Moi, je vais d'abord faire cette approche dite globale et ensuite, pour pouvoir un peu plus détailler en fonction des cas de chacun et chacune, qui ont des spécificités au sein de leur famille. On peut avoir une famille recomposée ou voilà, des enfants d'un premier lit, d'un second lit, et cetera. Plein de choses qui font que, le conseil va être vraiment adapté en fonction de la personne et pas forcément le conseil en fonction du montant que je sais placer. C'est un point très important. Vraiment, D'accord, voilà. j'insiste vraiment sur ça. Il y a encore beaucoup, de personnes, dans le secteur des finances, dans les banques traditionnelles, assureurs et cetera, qui vont aller, bon, le client, ne connaît pas forcément toute la fiscalité, l'envers du décor au niveau, on va dire, patrimonialement parlant. Combien vous voulez, j'ai 1 000 000 à placer, qu'est-ce que vous me proposez? Bah, je vous propose ça, ça, ça. Non, non, du tout. Ça, c'est un vendeur de tapis. D'accord. C'est pas un conseiller, c'est vraiment un commercial et on n'a pas, nous, cette casquette-là de commercial. C'est vraiment d'aller apporter le conseil le plus adapté possible en fonction de la situation globale, du chef d'entreprise, qui est de base un particulier, bien évidemment. Donc on touche les 2. On va toucher le particulier et l'aspect aussi professionnel. D'accord, donc en fait, le 2e point qui m'interpelle, c'est est-ce que la situation familiale peut influer sur familiale du dirigeant, hein, peut influer sur pardon, sur les conseils que tu vas donner, sur la meilleure stratégie à adopter pour lui? Et quels seraient les éventuels impacts? Que tu parlais éventuellement s'il est marié, s'il y a des enfants, 1er lit, second lit. Bien Voilà, quels sont les impacts que ça peut avoir? en tant que tel, les impacts vraiment, beaucoup, c'est lorsque la personne, a cet aspect, de transmission. Si, j'ai un enfant d'un premier lit, d'un second lit, si je suis célibataire, pacsé, juste en concubinage, pas d'enfant ou avec des enfants, bah, forcément le conseil va être différent si la personne a cette approche à les transmettre un patrimoine, qu'il soit financier ou immobilier. Donc, bien évidemment, l'impact fiscal, l'impact en droit de succession va être différent, et aussi sur la partie dite professionnelle, bien évidemment, en fonction de la composition de la famille. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est pour la partie transmission et par Exactement. exemple, s'il y a pas l'objectif de transmission derrière, ça, c'est pas quelque chose ce critère familial, il y a pas d'importance si on veut parler juste d'investissement. Oui, Donc ça, c'est vraiment juste quand, pour la mmh, transmission. OK. exactement. Donc il y a une notion aussi de durée. Tout C'est-à-dire à que fait. si voilà, OK. Mais, oui, si la personne elle dit: «Ben, moi je souhaite uniquement aller préparer moi ma propre retraite et puis l'impact de transmission m'importe peu. Ma priorité c'est d'aller préparer ma retraite, donc je souhaite avoir des solutions à moyen long terme pour aller répondre à ce besoin-là», que tu sois Mmh. marié, pacsé, et des enfants ou et cetera. Si la personne n'a pas cette appétence-là à dire quel va être l'impact C'est ça. demain, en tant que tel. Donc, oui, c'est Donc tu vraiment elle pense à elle-même, hein, C'est ça, donc tu as personne. plusieurs stratégies en fonction de la durée, en fonction des objectifs et cetera. Fait. Tu peux nous en donner, 1 ou 2 vraiment de stratégies un petit peu différentes? Genre des cas généraux que tu peux voir justement Mmh. ou des types de demandes que tu peux avoir de tes clients? Bah, depuis quelques années, il y a deux sujets qui sont remis un peu sur le tapis. C'est des sujets d'actualité depuis, de nombreuses années, mais, l'effet covid a fait qu'aujourd'hui, les personnes prennent un peu plus conscience de l'importance d'aller préparer sa propre retraite. Encore plus pour un chef d'entreprise. Parce qu'un chef d'entreprise, s'il ne cotise pas, s'il ne met pas, une stratégie en face, bah, à la retraite, il risque d'avoir un peu des clopinettes. Donc, l'aspect retraite et l'aspect aussi transmission. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, hem, les droits de succession en moyenne, varient entre 20
à 60 selon le lien de parenté, et Mmh. c'est vraiment des grosses sommes qui peuvent partir donc et créer vraiment une stratégie adaptée pour réduire le mettre à 0 si c'est des petits montants, bien évidemment, on pourra, mais quand c'est des gros montants, il faut vraiment mettre la stratégie en face. Heu, pour l'aspect retraite, heu, le b.a-ba de base, c'est déjà le maître mot, c'est de commencer à mettre de côté très jeune. Bon, je dis pas, lorsqu'on est, hein, bien évidemment, donc lorsqu'on approche déjà vers la trentaine, Mettre de côté, c'est-à-dire exactement, mettre c'est-à-dire? l'argent de côté, épargner vraiment, Épargner. Par épargner, exemple, épargner par de quelque chose de simple au début. par exemple? Un contrat d'assurance vie, peut répondre à de multitudes, d'objectifs en tant que tel. Donc tous les mois, Faire un virement faire un automatique, exactement, vraiment budgétiser d'abord son épargne et ensuite épargner petit à petit, même si c'est pas un grand montant. et là-dessus, par exemple, tu as une je sais pas, des proportions que tu peux donner quand tu dis, d'épargner tous les mois, par exemple 10 15 20. Qu'est-ce que toi tu vois, qu'est-ce que tu dirais de manière générale, on va dire, à que comme ça en conseil à justement à des jeunes? C'est-à-dire que tu dirais que c'est 20 qu'il faut épargner, 30? Qu'est-ce qu'il faut essayer de faire, pour se garantir une retraite, Quelqu'un façon qui démarre une activité déjà, bon, il faut quand même quelques mois de battement pour aller un peu organiser et refluidifier ça par la suite. Mais dès le départ, mettre 15-20 de côté de ses revenus pour, un salarié bien évidemment, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Heu, plus tôt on le fait, même si, on commence pas avec un tiers ou la moitié, je ne dis pas d'aller, mettre la moitié parce que forcément j'ai quand même, une approche à dire, heu, profitons quand même de la vie. Épargner c'est bien, anticiper c'est bien, mais il faut aussi quand même un peu profiter. Donc, commencer par 15-20 mettre de l'argent de côté, heu, c'est bien via et assurance vie et alors juste, l'assurance vie, est-ce qu'il y en a toujours plus il y en a 2 types, généralement qu'on connaît, fonds euro ou fonds, à risque entre guillemets. et Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? oui, effectivement sur une enveloppe, assurance vie, vous avez on a 2 enveloppes à l'intérieur, 2 supports. Le fonds en euros, fonds sécuritaire, heu, pas forcément garanti, on y reviendra un peu par la suite, mais fonds sécuritaire avec un rendement en fonction, je veux dire, de la compagnie qui va générer, cette rentabilité année par année. En moyenne, qui peut tourner par exemple en 2023 qui tournait aux alentours d'une moyenne de marché entre 2,5 et 3. Donc ça, c'est du sécuritaire, pas de perte en capital et l'enveloppe unité de compte, donc oui, en haut à l'intérieur, on peut mettre pas mal de choses. Des actions, des obligations, c'est-à-dire la dette d'État ou de la dette d'entreprise, de la SCPI, du private equity et cetera. Donc on peut aller chercher un peu plus de risques pour aller un peu plus optimiser sa rentabilité et l'idée, c'est d'aller panacher en fonction, bien évidemment, du profil de risque de chacun. Donc ouais, on a le profil de risque prudent. Justement, comment tu établis le profil d'un dirigeant à ce justement sur ce sujet-là? Comment tu t'y prends pour établir son profil, son niveau de risque, enfin qu'il peut supporter, tout ça? Comment tu t'y prends pour dresser son «personae» entre guillemets? Bah, déjà, la première question à poser, c'est, de dire: «Est-ce que vous avez, 2 choses. Est-ce que vous avez, une connaissance en matière financière? Si la personne, elle n'y connaît rien ou très peu, en tant que telle, bien évidemment, elle ne va pas aller s'orienter vers des supports trop risqués. C'est quoi une action? C'est ça. Ah, exactement, c'est quoi une action? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous connaissez un peu, les risques que peuvent avoir, une action, une obligation, un produit structuré, peu importe, je veux dire, un support financier. Est-ce que vous connaissez un peu les risques? Comment fonctionne? Donc, d'où l'intérêt en tant que tel, d'avoir un minimum de connaissances et d'auto-formation, là-dessus et moi, je le dis tout le temps, c'est vraiment avant de venir me voir, commencer déjà un peu à un peu déblayer le terrain, un peu avoir un maillage, un vernis sur, les finances. Pas devenir un expert bien évidemment, mais avoir un minimum de connaissances. Donc, bien évidemment, c'est poser la question: «Est-ce que vous êtes un peu au courant? Est-ce que vous avez un peu de connaissances en matière financière?» Oui, non, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, ça dépend. Donc, ça c'est la première question et après, bien évidemment, le risque. Le risque, quelle est la part de risque que vous voulez prendre en fonction, bien évidemment, de, sa situation, aujourd'hui, de, sa fiscalité, de son environnement familial, des projets que vous pouvez avoir. Parce qu'on va pas aller prendre plus de risques, beaucoup de risques, si la personne, dans 2-3 ans, elle veut sortir les fonds. Oui.
D'accord. Si elle a un projet immobilier dans 3 ans, bah, elle va peut-être pas prendre autant de risques, bien évidemment, parce qu'il y a un projet qui lui tient à cœur. Par contre, si elle dit: «Moi, je vais aller préparer ma retraite» ou «Je vais aller préparer les études de mes enfants, horizon 10 ans, 15 ans, 20 ans», bien évidemment, là, on peut aller, si le prospect ou le client le souhaite, le chef d'entreprise le souhaite, ou le particulier, pour aller chercher un peu plus de part de risque. Donc on va aller un peu plus avoir cette poche unité de compte un peu plus étoffée. Ah OK, donc d'où l'intérêt de poser un bon diagnostic dès le début. exactement. Donc tu demandais tu disais que l'une des premières questions, là, c'est, est-ce que les gens ont une culture financière un petit peu? Ce Tout à serait fait. quoi les autres points un peu d'alerte, toi, de ton côté, afin de pouvoir ensuite proposer quelque chose? Les points principaux que tu vas essayer de déceler chez tes prospects ou clients? Après, il y a aussi un point en toute franchise, c'est, il y en a beaucoup aujourd'hui malheureusement qui ont été déçus Par par qui? son banquier, par Allez, son CGT assureur, 1.0 du coup, c'est ça? le prospect. Le D'accord, le client était déçu par d'accord. un acteur financier. Je suis pas là pour aller, taper dans les pattes, de qui que ce soit, mais, a été déçu. Donc, heu, a du mal ensuite à aller faire confiance à un acteur de la gestion de patrimoine. Donc ça influe beaucoup. Malheureusement et j'en parlais, pas plus tard que la semaine dernière avec un confrère, hem, les biais cognitifs Mmh. influent énormément, positivement ou négativement sur, notre manière Ça, d'investir. c'est très intéressant. Tu penses que ça se change? C'est-à-dire que Oui. tu disais, est-ce que les gens, par exemple, une 1re question, est-ce qu'ils sont cultivés enfin, financièrement? Est-ce que tu penses que tu peux les aider à changer ou est-ce que ça doit venir d'eux? Heu, Au niveau de faire leur culture, hein, de voilà, faut faire déjà un travail sur soi-même. c'est Le ça. premier investissement, c'est toujours l'investissement qu'on fait sur soi-même et ça, c'est vraiment le b.a-ba. Bien évidemment, on va les aider. Je les aide aussi pour aller changer cette mentalité-là de: «Ah oui, mais avant, c'était bien. J'ai perdu, 10 000 € avec tel acteur, donc du coup, bah, j'y vais plus», et cetera et cetera. Donc «Ah bah, on vient qu'une fois sur terre, donc je dépense tout» et cetera et cetera. Donc aller débloquer quand même ces plusieurs aspects psychologiques qui influent énormément négativement sur leur, manière d'investir, donc plus prendre de risques, bah, parce que j'ai été déçu et cetera. Donc déjà, la personne doit aussi faire un peu de travail, mais je l'accompagne vraiment main dans la main pour aller changer cette mentalité-là, ce mindset-là pour, aller avoir un mindset de guerrier, aller Mmh. avoir un mindset vraiment pour aller, changer et influer vraiment positivement sa mentalité et aller beaucoup plus loin. Mais c'est hyper important, ça influe beaucoup et les biais cognitifs aujourd'hui, il y en a beaucoup, même quand ils investissent, même moi, hein, personnellement, à titre personnel, quand j'ai investi et quand toujours j'investis, heu, j'ai fait des erreurs. Donc c'est pourquoi je suis bien placé pour me dire: «Bah oui, je suis tombé une fois, 2 fois, 3 fois». Ah, j'ai vu telle action. Ah oui, il faut que je change ça. Donc je suis à même d'aller conseiller parce que je suis passé par là, Mmh. bon, une bonne vingtaine d'années et de toute manière et je continuerai à le faire parce que, en étant passionné, on ne s'arrête jamais. Tu vas en tenir compte du coup de leurs biais cognitifs? Par exemple, enfin moi j'ai déjà beaucoup vu de gens qui, veulent entendre parler que des fonds euros, par exemple. Oui. Est-ce que de ton expérience, tu réussis à orienter quand même au moins sur une petite partie? Je sais pas, est-ce que tu réussis à proposer des mix de voilà, tu as des retours d'expérience là-dessus sur des gens que tu as réussi à accompagner à «passer le cap» entre guillemets? Parce que, quand on parle de enfin là, on parle un petit peu d'investir, hein, le sujet d'investissement. Bien sûr. Investir en fonds euros, c'est enfin l'investissement, on va dire, le moins risqué. C'est pas le ça n'exploite pas tout le potentiel, on va dire, de la panoplie d'outils ou de supports d'investissement que tu peux proposer. Donc est-ce que de ton expérience, voilà, il y a tu peux enfin les gens réussissent à enfin tes clients, tu réussis à les accompagner à aller au-delà de ces biais cognitifs-là? Oui. Oui, après tout dépend aussi, de l'âge aussi. Il faut quand même pas non C'est plus faire intéressant. n'importe quoi. Tu peux nous en Heu, parler un petit peu plus oui, justement par rapport à l'âge? l'âge, bah, quelqu'un qui a, 35-40 ans, a encore, tout son avenir devant lui. Hem, quelqu'un qui a 75-80 ans, il y a ce qu'on appelle en finance la politique senior. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la Mmh. réglementation. Donc on ne peut pas se permettre de dire: «Bah, allez-y investir», sauf si la personne puis une lettre de décharge en disant: «Moi, je vais à contre-courant de votre recommandation, mais en tant que tel, c'est politique senior au-delà de 80 ans, 80. 80 ans». OK. Je sur le papier, c'est 80 de parties sécuritaires, donc fonds en euros comme tu le dis et 20 de parties un peu plus dynamiques, mais sans non plus Mmh. prendre des risques démesurés. Donc ça, c'est le socle. Mais pour quelqu'un, on va dire, pour tout le reste, bien évidemment, la première chose, c'est
Le fonds en euros, faut pas oublier que, je vais donner quelques chiffres, sur les 15 dernières années, un fonds en euros, c'est une moyenne à 2 par an, en moyenne. Ça couvre pas l'inflation du coup. Exactement. Donc aujourd'hui, quand vous avez une inflation, qui est en moyenne à 2, entre 2, 2,5, même plutôt 2,5 avec, l'effet covid, ben limite, soit on couvre pas, soit on perd de l'argent. Donc est-ce que je suis prêt aujourd'hui à aller subir ce qu'on appelle, l'érosion monétaire? Non. C'est le premier facteur et le deuxième facteur, ça va être sur la partie, plutôt sécuritaire. On parlait tout à l'heure, un fonds en euros, de base, ça peut subir ce qu'on appelle la loi Sapin 2. C'est pas Noël, Pas Noël, pas encore Noël, pourtant c'est c'est bientôt là, c'est dans 3 semaines, on y est, mais c'est pas encore Noël. Sapin 2, monsieur Sapin, un ancien ministre, a mis en place cette loi-là qui dit quoi? Si en cas de grosse crise majeure et on en a eu, post-covid et même durant covid, heu, l'État a le droit d'aller geler sa partie fonds en euros, donc des liquidités que moi, en tant que tel, peut-être que je pourrais en avoir besoin, d'aller geler ça pour éviter d'aller avoir une trop grosse, forte décollecte et donc du coup, parce qu'un fonds en euros, faut pas oublier, c'est cons à 97 c'est de la dette d'État. mmh C'est voilà, c'est une obligation, c'est de la dette d'État. Donc si en tant que tel, aujourd'hui, quand il y a à peu près 2 000 milliards d'euros sur des fonds d'assurance vie et plus de la moitié en fonds en euros, je te laisse imaginer si à un moment donné, s'il y a une trop forte décollecte, c'est pas bon pour l'État. Donc, elle peut geler 6 mois, reconductible une fois. D'accord. Et pour, la petite anecdote, en 2023, un assureur italien, en Italie, a appliqué, entre guillemets, «la loi Sapin 2», mais éligible parce Mmh. que c'est européen, voilà, c'est vraiment uniformisé. Donc, pendant quasiment un an, les titulaires d'un contrat d'assurance vie en fonds en euros, sur la partie fonds en euros en Italie, ne pouvaient pas débloquer son argent. Donc en avoir, c'est bien, un peu, pas trop, pour éviter, déjà d'une part de subir l'érosion monétaire et aussi pour pas se dire: «Bah, si demain moi j'en ai besoin, j'ai un investissement à faire dans 3 ans, peut-être que je vais avoir une poche fonds en euros un peu plus conséquente». Mais si j'ai plusieurs années devant moi, ne vraiment pas lâcher. Aujourd'hui, moi, c'est une moyenne au sein de mon portefeuille en tant que tel, heu c'est 40 de fonds en euros, 60 d'unités de compte. Mais ça veut pas dire que 40-60. Est-ce qu'il y a une répartition différente en fonction de l'âge? Par exemple, si tu as des clients plutôt 30 ans et plutôt 70, tu dirais que c'est quoi la eh, allez 50, 30 et 50, 30 vs 50. Est-ce que tu as les statistiques pour, ces 2 poches un petit peu de enfin ces 2 typologies de clients? aujourd'hui, la moyenne de marché, tout assureur confondu, compagnie d'assurance et banque, ils sont plutôt sur une moyenne à 40, mais tout âge confondu, bien évidemment. Tâches Enfin, confondues. voilà, plutôt à une moyenne à entre 40 et 50 fonds en euros et le restant, pareil, entre 40-50 fonds en euros et ça va être du coup, 50 ou 60 unités de compte. Heu, Les plus jeunes? Les plus jeunes, Donc honnêtement, aujourd'hui, moi, je tends plutôt sur du 30 fonds en euros et d'accord. 70 unités de compte. Donc, parce qu'on a du temps devant nous. On Est-ce que c'est peut parce qu'il y a une différence c'est une question ouverte, hein, vraiment. Est-ce que c'est une différence de culture financière ou pas du tout? Ou ça vient juste, enfin, tu as un avis là-dessus, de c'est de ton expérience à toi, hein? oui, c'est vrai que, on va pas se le cacher, en France, on a depuis, la nuit des temps, un réel problème en termes de pédagogie financière et donc du coup, de pas avoir cette, possibilité-là, toujours ancrée dans les biais cognitifs. De prendre trop de risques. Il y a vraiment un travail énorme à faire et nous, conseillers en gestion de patrimoine et tout acteur financier doit faire cette démarche-là d'aller éduquer financièrement les plus jeunes. Les moins jeunes ont forcément une éducation et c'est pas évident d'aller changer vraiment leur comportement, même si on arrive un petit peu quand même. Mais c'est vraiment cette jeunesse-là à aller influer et aller prendre un peu plus de risques, toujours, heu toutes choses égales par ailleurs en fonction de leur, patrimoine, financier, immobilier et cetera, leur situation, bien évidemment et de leurs besoins. Mais, les plus jeunes, même si ces dernières années, on va pas se le cacher, il y a quand même un élan de, heu grâce aux réseaux sociaux, grâce un peu aussi à YouTube et cetera, donc pour aller chercher un peu plus de formation, d'auto-formation et aller prendre un peu plus de risques. Mais il y a quand même à boire et à manger
Il y a plus qu'à boire qu'à manger si Mmh. si je peux m'exprimer ainsi et donc du coup, il faut quand même aller recadrer ça et aller proposer quand même, des choses, qu'il y aura peut-être pas forcément sur les réseaux ou sur des formations qui vont payer quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Voilà, c'est malheureux, mais voilà, donc mais il y a quand même, si je peux résumer, il y a quand même, un développement un peu plus conséquent de cette part de risque, de cette nouvelle génération. D'accord et alors pour revenir, faut recentrer un petit peu le débat sur le dirigeant d'entreprise donc on va dire que le profil généralement c'est plutôt, 40 à 50 ans dans mon exemple pour les LBO. Donc première chose, tu as dit la première chose que tu fais, c'est que tu viens dresser un diagnostic. Quels sont les différents supports d'investissement ou stratégies que tu es à même à lui proposer une fois que tu as réalisé ton diagnostic? Est-ce que tu as, je sais pas, 1 ou 2 exemples en fonction de son profil? On va dire un profil un peu, classique de dirigeant qui arrive entre 40 et 50 ans. Il a fait un cash out de plusieurs, allez, soyons généreux, quelques millions d'euros. Voilà, qu'est-ce que toi, quels sont tes différents outils stratégiques que tu peux lui proposer en fonction de ton diagnostic? Si on a bien compris que ce sera tu as pas une réponse unique pour chaque Oui. personne, mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que tu es en mesure de proposer à ce type de client? Heu, En tant que tel, je vais aussi me caler, sur le contexte économique, hyper D'accord. important. Heu, un contexte économique avant Covid et post-Covid, je vais peut-être pas proposer la même stratégie. Parce qu'il y a des choses qui vont influer sur sa manière d'investir et je vais parler rapidement sur, prendre 2 exemples. Premier exemple, on investit via un contrat d'assurance vie parce que la personne, elle me dit: «Voilà, j'ai 2 buts, c'est d'aller optimiser ma rentabilité et mon deuxième objectif, c'est d'aller transmettre». Très bien. On a 2 enfants, voilà, bon père de famille à la quarantaine, on a 2 enfants avec un patrimoine aussi un peu conséquent. Au sein du contrat d'assurance vie, comme je le disais tout à l'heure, sur la partie unité de compte, il y a des choses aujourd'hui, je parle vraiment d'aujourd'hui maintenant, sympathiques à aller travailler, heu, sans prendre trop de risques démesurés non plus, d'accord? À aller diversifier un peu sur cette partie-là, comme par exemple des obligations. Aujourd'hui, avec la baisse de taux, les obligations redeviennent un peu, heu, bah, pas rentables parce que avant Covid, des obligations, je me rappelle, ça peut être de la dette d'État ou de la dette Mmh. d'entreprise, c'était aux alentours de 1 ou 2 par an. Bon, c'est pas très sexy comme rentabilité, ça nous fait pas rêver. Aujourd'hui, avec la baisse des taux, avec des obligations, on va dire, à moyen terme, pas du court terme, vraiment à moyen terme, on peut avoir des rentabilités qui vont tourner aux alentours de 4-5 par an. Donc, 4-5 par an, c'est déjà quasiment 2 fois mieux que l'inflation Mmh. sans prendre des risques démesurés, mais bien à choisir quand même et là où c'est notre rôle aussi, c'est de bien sélectionner les obligations Par parce que exemple? Par exemple, qu'est-ce que toi tu conseilles ou que tu aimes là-dessus, sur ce genre d'obligation? je suis plutôt, dette dette d'entreprise que dette Mmh. d'État. Intéressant. Ouais, plutôt dette d'entreprise, ça prend un peu plus de risques, bien évidemment, bien sûr, mais parce que la dette d'État, surtout en Europe, avec, des États hyper endettés, c'est pas toujours très, très, très rentable. D'ailleurs, on a vu, récemment, enfin, hier ou avant-hier que la France s'endette pardon, la France emprunte aujourd'hui pour à horizon de 10 ans à un taux supérieur à celui de la Grèce. Voilà, donc c'est un exemple, donc Donc il y a une dégradation, voilà, de la exactement. dette d'État française, entre guillemets. C'est ça. Donc bien sélectionner, mais la dette d'entreprise peut être intéressante à aller travailler. Deuxième classe d'actifs qui, pour moi, peut être une belle diversification, sans prendre trop de risques démesurés aussi, c'est, on en entend aussi beaucoup parler, les produits structurés. Les produits structurés, c'est quoi? Rapidement, c'est un investissement, on l'appelle communément produit à fenêtre. C'est un investissement, dans une classe d'actifs, donc indexé sur un indice. Ça peut être, l'Eurostoxx 50, donc les 50 meilleures capitalisations boursières européennes. Ça peut être le CAC 40, je suis pas fan parce que beaucoup trop d'aléas, en hausse ou en baisse. Donc on a sur le court c'est le court moyen terme purement potentiellement parlant, vraiment, voilà. Ça fluctue, ça fait beaucoup les montagnes russes et vu qu'aujourd'hui on est sur un marché très haussier au niveau du CAC, donc il peut baisser vraiment drastiquement si demain on a une grosse crise qui peut arriver vraiment et
Là, ça fait 2 mois déjà où il Un peu encaisse un petit tendu. peu, hein, donc Exactement. Alors on voit, il y a quelques signaux mmh. qui font qu'aujourd'hui, on peut être, à l'approche d'une situation Grèce bis ou 2008 bis, et qui peut même faire très mal. Donc, essayer d'aller apporter une diversification avec, une solution qui, propose, on va dire, des gains à la hausse comme à la baisse de l'indice de Mmh. référence. C'est intéressant, les produits structurés d'ailleurs je les évaluais fut un temps, Ouais. il y a longtemps. En tant qu'évaluateur, j'étais capable d'évaluer, ce genre d'instruments. Ils sont très intéressants, on peut vraiment tout faire, c'est très ça reste des construits de toutes pièces, hein, Tout à fait. parfois même, donc ça peut vraiment répondre à une situation précise de la part d'un souscripteur. Et surtout, pour un dirigeant, qui vient de vendre et qui a des montants importants et qui souhaite même, on peut en tant que tel, créer des produits Créer structurés sur sur mesure. mesure, ouais, c'est ça qui est Donc, très intéressant. c'est le client qui choisit, la durée, la rentabilité, mais toujours en fonction bien évidemment, il ne faut pas dire: je veux sur 3 ans et je veux du 15 par an». Non, ça va être un peu compliqué, mais vraiment le faire sur mesure avec des gros montants, ça peut être vraiment intéressant en termes de stratégie pour aller chercher à la fois une rentabilité sympathique et aussi, une certaine sécurité parce qu'on peut mettre des garde-fous, des protections vraiment en capitaux. Si je dis par exemple un produit structuré, je souhaite, que si l'indice baisse de jusqu'à 40 de sa valeur de départ, je ne perds pas 40. Au D'accord. moins je vais dire le montant est garanti. Donc on peut avoir plusieurs, solutions en termes de produits structurés et le troisième qui est intéressant aussi ces dernières années, qui est beaucoup aussi un peu à la mode. C'est ce qu'on appelle, pas trop bon en anglais, hein, le private equity. Donc, Le private voilà, donc ça d'où les opérations de LBO qu'on exactement, notre thème d'aujourd'hui. c'est ça. Donc Alors dis-nous en plus là-dessus, le justement. private equity, voilà, on peut aller investir sur des sociétés non cotées. Ça ne veut pas dire qu'une société est cotée en bourse, que forcément, heu, elle est, hyper dynamique. Il y a des sociétés, volontairement, en termes de stratégie et de politique, ne souhaitent pas être cotées en bourse, mais en fonction des secteurs d'activité, ça peut être hyper intéressant, eu égard de la situation actuelle, d'aller investir sur des sociétés dans la tech, par exemple. L'IA, un exemple Mmh mh. parmi tant d'autres, qui explose, même s'il faut quand même faire attention, bien évidemment, mais d'aller injecter une partie pour un peu dynamiser sa rentabilité parce que, en moyenne, des produits, des solutions sur du private equity peuvent, rapporter entre 10 et 15 par an. Donc, et ça, c'est une statistique depuis des années. Donc, si on choisit bien les sociétés en question, on peut aller, un peu booster sa rentabilité, une partie, du cash out et après, forcément, on a les actions classiques, en fonction du contexte. Mais aujourd'hui, j'arrive en tant que tel à les conseiller, oui, dans la tech, bien évidemment, mais pas que, parce que le secteur réel, c'est bien, mais il faut aussi investir géographiquement parlant. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que toi tu aimes bien recommander, en ce moment, par exemple? Bon, les IS, moi, pour moi, c'est un accro. Et ouais, alors Bon, on a sur le long terme et Warren sur le moyen long terme, et les ouais, Warren Buffett qui disait, «Never bet», enfin, ne pariez jamais contre les États-Unis. exact, Je crois que c'est ça, c'est voilà. tout à fait ça. Donc c'est un incontournable, mais il faut en D'accord, avoir dans son portefeuille. Après, en ce moment, depuis 1 an et demi, 2 ans, heu, l'Europe, j'y vais moins. d'accord. Europe, on parle beaucoup de récession. On parle aussi depuis quelques mois, bah, c'est tout frais depuis un mois, de remontée de l'inflation en Europe. Donc c'est pas forcément, l'Europe après ça dépend des secteurs, vraiment géographiques, mais, dans l'Europe même, ça me dérange pas d'aller investir dans les pays nordiques, par exemple. Norvège, Finlande, Danemark, ce sont des pays qui ont, des économies et des entreprises historiquement solides financièrement. Donc là, par exemple, en Europe du Nord, justement, ce serait quoi? Des private equity, des dettes, d'entreprise? C'est Bon, de que l'action des OPS-CVM pur et dur, bon une ETF, un ETF tout d'accord, simple, sur les OK. sur bien évidemment sur des pays nordiques. Après, je vais un peu plus loin, l'Asie, mais pas l'Asie, n'importe où. Bon, pas trop C'est-à-dire? la Chine en ce moment. Pas la Chine. La Chine en ce moment, c'est un Pourquoi? peu la Chine depuis plusieurs mois ont vraiment 2-3 problématiques, majeures. La 1re problématique, c'est ils ont un gros souci au niveau de la démographie. Bon, ils sont déjà très nombreux, hein, mais qui dit, souci démographie, qui dit peu de naissances. Mmh mh. S'il y a peu de naissances, bah, qui va aller, travailler? C'est un vrai problème. C'est très problématique. En plus, qui pèse beaucoup dans le monde. Donc, la Chine, 1re problématique. La deuxième, il y a eu plusieurs banques qui ont fait faillite.
en raison du contexte immobilier où il y a eu, un gros crash, hein. Ils sont toujours en crise immobilière, hein, c'est Mmh. pas résolu. Donc, crise immobilière, crise bancaire. Donc du coup, forcément la Chine, en ce moment, moi personnellement, j'y vais pas. Ah, peut-être plus tard, pas, mais j'y vais pas. Dans les pays vraiment asiatiques, l'Inde est intéressant. L'Inde est intéressant et il est vrai qu'aujourd'hui, l'Inde, depuis 1 an et demi, 2 ans, vu que la Chine, les investisseurs vont pas aller investir en Chine, bah, l'Inde a ouvert les portes D'accord, et donc du coup, beaucoup d'investisseurs ont été investir en Chine, dans des infrastructures et cetera et donc du coup, il n'est pas, c'est pas déconnant de dire que d'ici quelques années, l'Inde peut remplacer la Chine en puissance économique mondiale. Donc du coup, il y a vraiment un engouement et on le voit, j'ai fait investir, même moi à titre personnel, parce que d'accord. à titre personnel et puis pour mes clients, depuis 2 ans par exemple, 1 an et demi plus tôt, 1 an et demi, l'Inde, c'est à peu près entre 20 et 25 de rentabilité par an. D'accord, très intéressant. Donc, si je reprends juste les différents supports que tu proposes aux dirigeants, il y a donc, l'assurance vie en fonds euros, l'assurance vie en unité de compte, C'est ça, tu as parlé des produits structurés, c'est ça. tu as parlé du private equity et ensuite il reste quoi? L'immobilier? L'immobilier, enfin, le français Les Français aiment aime l'immobilier l'immobilier. et même Ah bien, on exactement. peut pas s'envoler. Voilà, c'est là, c'est vraiment une on considère comme une valeur refuge depuis des décennies. Bien évidemment, l'immobilier, dans une stratégie patrimoniale vraiment globale, à 360°, l'immobilier fait partie intégrante. Après l'immobilier, même si en ce moment, depuis 1 an, 2 ans, le contexte immobilier est un peu compliqué. Ah on aujourd'hui, il y a beaucoup de tensions locatives, il y a pas beaucoup il y a beaucoup de sociétés, immobilières, dans le neuf, en l'occurrence, qui bradent leurs prix, parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. D'accord? Parce que aussi le contexte de taux était élevé, les personnes étaient un peu, pas très friands à aller investir à un taux à 4,5, 5 il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, les taux sont aux alentours de 3, 3,5. Il faut y aller. Mmh mh. Aujourd'hui, quand on a un taux à 3, 3,5, je vais prendre un exemple, même si, beaucoup vont me dire: «Oui, mais c'était avant». Oui, mais mes parents empruntaient à 18. Non, mais c'est vrai et les gens l'ont oublié ça. On l'oublie, mais ton 3,5 aujourd'hui, vous avez une Par rapport inflation à 2,5, 3, mais c'est rien. Et puis un un et avant taux on d'intérêt prêtait même sur gage. Donc, exactement. si on remonte, c'était de plus en plus cher, hein et Non, enfin, c'est aujourd'hui, c'est pas grand chose. non, c'est pas grand-chose et donc du coup, faut pas avoir peur d'investir dans l'immobilier, mais bien évidemment se faire accompagner. Faut pas Mmh. aller comme ça au doigt mouillé et se dire: «Allez moi, ouais, on va aller investir à Marseille parce que j'aime bien Marseille, voilà, il y a du soleil et cetera». Donc bien se faire accompagner là-dedans. Donc l'immobilier aussi un réel, une réelle diversification pour aller notamment préparer sa retraite, et puis surtout, le premier facteur et le premier avantage de l'immobilier, c'est de faire travailler l'effet de levier du crédit. Mmh. Oui, Ça, effectivement, voilà, aujourd'hui, les conditions d'octroi de crédit resserré. se détendent Oui, un petit peu quand un même. petit peu. Mmh, il y a 6 mois, 1 an, quand vous demandez à peu près 30 d'apport, Mmh mh. vous achetez un bien à 200 000 300 000 €. Qui a aujourd'hui un petit jeune qui a 25, 30 ans, 40 ans, qui a, 100 000 €, ça entre 50 et 100 000 € à mettre sur la table? Parce que la moyenne de marché, il y a quoi? Il y a encore 1 an, on demandait une moyenne d'apport, toutes zones géographiques confondues bien évidemment, entre 70 000 et 80 000 €. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas 80 000 € à mettre sur la table. Donc tout l'intérêt de bien préparer ses projets en amont. Mais ça se détend un peu donc quand on tourne aux alentours de entre 10, 15, 20, ça dépend après des organismes, financiers, heu, ça reste relativement intéressant à partir du moment qu'on se fait accompagner pour le projet en tant que tel. Et tu Donc dirais que enfin, tu qualifierais ce type d'investissement comme risqué ou pas risqué, l'immobilier? Par rapport à, par exemple, à l'assurance vie en unité en euros, par exemple? Est-ce que tu trouves que c'est la même classe de risque ou pas du tout? bah, après l'immobilier, c'est pas liquide. Faut pas l'oublier et beaucoup de gens aujourd'hui et je n'hésite pas avec des gros patrimoines, j'ai des clients qui ont vraiment, des gros un parc immobilier conséquent avec peu de cash. Oui, mais aujourd'hui, un bien immobilier, d'accord, c'est bien, ça rassure, c'est de la pierre, comme Mmh. tu dis, mais demain, si vraiment j'ai un gros crash, j'ai besoin des fonds. Mais le temps de vendre un bien, ça ne se vend pas du jour au lendemain. Ça, c'est Le temps sûr. d'aller signer chez le notaire et cetera et cetera. Donc il faut garder quand même une certaine liquidité. Ça peut être même sur des livrets, j'ai rien contre les livrets, hein. Voilà, donc il faut avoir quand même, c'est son épargne dite de précaution. Voilà, son petit cochon, lui, ah bah, tiens, si demain vraiment j'en ai besoin, il faut avoir et quand il y a des montants importants et un parc immobilier important, il faut avoir des liquidités un peu en conséquence. Je vois encore beaucoup de personnes qui ont entre 0 et 5
de cash sur le patrimoine global. J'ai un patrimoine à 2 millions. Si j'ai que 2, 3, 4, 5% de cash vraiment dispo de suite, ça risque d'être un peu compliqué si demain j'ai un c'est pas ce que l'avenir nous réserve. Oui. Un gros coup dur ou sinon des locataires qui ne payent pas. On peut en ce moment, voilà, c'est vraiment le cas. Je dois refaire, des travaux parce que, bah, je suis dans une zone où, il y a une copropriété et puis la copro dit, bah, faut refaire le ravalement. Oui, il faut avoir un peu de cash, pour aller faire, tous ces travaux donc c'est bien l'immobilier, faut en avoir dans son patrimoine, ni trop, ni peu, juste milieu en fonction de ce que je souhaite faire à court, moyen, long terme. D'accord. OK, donc là, tu nous as donné une bonne, vision de tous les différents supports qui Mmh. existent, qui sont à disposition d'un dirigeant pour placer son cash out et donc, là maintenant je vais donc là, on vient de parler de la partie liquide que le dirigeant a réussi à sortir de son patrimoine, donc, qui était auparavant 100 dans sa société. Là, tu viens de nous expliquer qu'est-ce qu'il pouvait faire et qu'est-ce qu'il devait faire de cette partie qu'il a réussi à sortir en perso. Là, maintenant, on va aborder la partie qui va rester illiquide, seulement. Donc, dans ce type d'opération que sont les LBO, le fondateur va réinvestir une partie de la vente de ses titres dans la nouvelle société qui a acquis sa société, pour rester au capital de sa société et pouvoir conserver ses fonctions opérationnelles et pouvoir, continuer d'exercer une activité. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une opportunité, il y a une double opportunité d'investissement pour le fondateur qui se présente à lui dans la partie «illiquide» entre guillemets. Donc, d'une part, je viens de le dire, pour le réinvestissement d'une partie de ses possessions pour rester au capital de la nouvelle structure et deuxièmement, ce qui se passe souvent, c'est que les investisseurs financiers dans les opérations de LBO proposent aux dirigeants d'investir dans une classe d'actions spécifiques qu'on appelle les actions de préférence, on en parlait tout à l'heure. Ces actions de préférence, une 2e opportunité qui s'offre au dirigeant et qui va lui permettre, si tout se passe bien à la sortie, de pouvoir capter encore une sorte une rétrocession de la plus-value qui sera réalisée par l'investisseur financier. Donc c'est vraiment une double opportunité, qui s'offre aux Oui. dirigeants dans ce genre d'opération. D'une part, rester au capital de la société, donc ça revient à faire du private equity, tu en parlais tout à Oui, l'heure. Donc il y oui, a d'un tout à fait. côté Oui, ouais, oui, qui propose du oui. private equity, puis de l'autre côté, en fait, il peut le faire en direct puisqu'il est toujours dans une société non cotée, donc d'une private equity. Donc ça, c'est et avec l'espérance de rendement, que tu connais bien, ça c'est et en plus, il est aux manettes, hein, donc il a une bonne visibilité sur ce qu'il est capable de faire dans les prochaines années. Donc ça, pour lui, c'est un super levier, on va dire, de création de valeur. Et en plus, on va pas en parler aujourd'hui, mais tous les le enfin, le levier lié à la dette et cetera de LBO, il y a plein de leviers qui va lui permettre de gagner de l'argent dans le futur. Et la deuxième opportunité, c'est investir via des actions de préférence, je le disais, qu'on appelle aussi management package. D'accord. Voilà et donc ça, c'est une super opportunité qui s'offre à lui. On peut en parler, un petit peu aussi. Oui, ben à l'occasion, là, maintenant que tu dis ça, bon, je pensais, mis à part le fait que ADP, moi, je pensais que c'était, l'aéroport de Paris, non? Non? Action de Non, préférence. ah d'accord, accent de préférence, très bien. Hem, Comment est déterminé selon toi le prix, vraiment, d'acquisition de ces ADP? Est-ce que tu peux nous dire Voilà. un Alors peu plus, sur le sujet? bien sûr, donc en fait, ces actions de préférence, le fondateur doit les souscrire, il doit en faire l'acquisition et le prix auquel il doit payer ces actions doit être déterminé par un expert indépendant, un évaluateur qui va venir déterminer en fait, il va utiliser des modèles statistiques et mathématiques pour Mmh. venir déterminer quelle est l'espérance de rendement, quelle sera l'évolution possible de cet instrument, tu vois, en valeur D'accord. et pouvoir déterminer la valeur qu'il doit payer aujourd'hui pour faire l'acquisition de cet instrument et pouvoir bénéficier, si tout se passe bien, Ah, des cash flows futurs. Alors attention par contre, pour ces instruments, on parlait de risque tout à l'heure. Sur le principe, c'est un instrument risqué. Parce que toi, oui, quand on te diagnostique, oui, toi, oui. c'est quelque chose qui est important. Ça, il faut bien faut tout le monde, que les dirigeants soient bien conscients. Les actions de préférence, ça leur permet de percevoir des flux que si Mmh. tout se passe bien. D'accord. Là, il y a pas trop de protection à la baisse. Tu en parlais pour les produits structurés. Oui. C'est-à-dire que le montant que le dirigeant va mettre pour acheter les actions, si l'opération n'atteint pas certains seuils, on pourra en parler plus tard, mais si l'opération se passe pas forcément comme prévu, le dirigeant va perdre l'intégralité de sa mise pour les actions de préférence. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un investissement qu'on va qualifier de risqué sur le principe, puisqu'il y a aucune protection à la baisse, c'est zéro ou quelque chose. Il y a pas de juste milieu. Donc là, pour le coup, c'est un investissement, risqué, donc ça va représenter qu'une petite partie,
de son réinvestissement total dans l'opération, hein. Généralement, c'est pas beaucoup. Mais ça, c'est vraiment il faut bien en tenir compte parce qu'il y a pas de protection à la baisse. C'est vraiment un instrument, risqué sur le principe. Risqué, Par oui. contre, la culbute, hein, la bascule est très importante. Avec un montant qui est pas relativement pas élevé, si tout se passe bien, il est pas rare de voir un x8, x9 quoi, sur D'accord, 4-5 ans, hein, d'accord. sur le Mais est-ce montant qu'il y a un investi. ticket d'entrée, est-ce qu'il y a un montant minimum à aller Alors investir ou? et c'est justement, c'est l'expert qui va le déterminer et ça va être simplement fonction de plusieurs choses. Enfin, pour faire simple, ça va être fonction des critères financiers qui sont attachés. Enfin, je ne l'ai pas expliqué, mais on peut expliquer. Oui, oui, Je oui, vais le bah, faire oui, oui, maintenant. bah, Ce qui se passe, en fait, c'est que ces actions de préférence, pour t'expliquer simplement, moi, je suis investisseur, toi, tu es dirigeant. Je vais te dire, moi, je mets 10 millions dans l'opération. Si jamais à la sortie, je reçois 20 millions, donc je fais 2 fois ma mise, je vais te donner 10% de ce qui dépasse ce 20 millions. Donc moi, je mets 10. Si quand je revendrai la société, je gagne 22, j'ai dépassé ce seuil de 2 fois, donc je vais te donner 10% de ce qui a dépassé le 20 millions. d'accord. Donc 2 000 000 fois 10%, toi, tu vas percevoir 200 000, pas le dirigeant. Après, il y a d'autres seuils, 2,5 fois, 3 fois, et cetera. Il y a toute une grille qui est mise en place entre l'investisseur et le dirigeant. Mais tu vois, le fonctionnement, c'est vraiment une grille et en fonction de la performance de l'investisseur, toi, en tant que dirigeant, tu vas pouvoir percevoir une partie de ce que moi, j'ai gagné. Donc c'est vraiment un instrument qui est super pour l'alignement des intérêts puisque si moi, je gagne de l'argent, toi, tu gagnes de l'argent. Aussi, donc tout le monde est gagnant. Voilà. C'est du win-win. C'est ça, C'est un exactement. c'est Il y a ah super, c'est donc super. un mécanisme qu'on appelle d'alignement des intérêts entre les différentes parties. Ça, c'est très intéressant, d'un point de vue de l'investisseur financier parce que Clairement. imagine que l'investisseur financier, c'est un investisseur qui est passif, hein, et il n'est pas, aux commandes de la société Oui, tous les jours, il gère pas les équipes de management, il gère pas les clients et cetera. Donc son seul moyen de s'assurer, enfin l'un des seuls moyens qu'il a pour s'assurer que le dirigeant va ou l'équipe dirigeante, hein, d'ailleurs, va s'investir à 100, c'est de promettre que si jamais tout se passe bien, ça se passe bien pour tout le monde. très Donc bien. ça, c'est super important. Donc voilà comment le prix va être déterminé. En fait, on va regarder les caractéristiques financières qui est attachées à cet instrument. Et un peu, si je dois faire un parallèle avec, toi, les produits Oui, structurés, oui. tu vois, c'est en fonction de l'objectif du dirigeant. Tu veux souscrire, est-ce qu'il veut beaucoup de risques? Est-ce qu'il veut pas beaucoup de risques? Est-ce qu'il veut une protection à la baisse? Est-ce qu'il en veut pas? Parce que j'imagine, elle change, hein, dans ton diagnostic. Exact. Tu vois, ça va changer la structure du produit structuré. Ben là, c'est pareil pour les actions de préférence. En fonction des caractéristiques qui ont été décidées, le niveau de risque ne sera pas le même. Bien sûr, Voilà bien sûr. et l'espérance de rentabilité de rendement non plus. Donc Et c'est vraiment ça le parallèle oui, avec oui, ton oui, ce que tu c'est disais. bien parce que heu, on peut le dupliquer à titre personnel et à titre professionnel, C'est ça. avec les produits structurés et comme tu dis au niveau des ATB, mais des ATP ADP pardon, mais c'est hyper intéressant. Après aussi, ça a une partie relativement risquée. On peut aussi peut-être à titre professionnel aller rajouter d'autres choses, pour peut-être un peu plus sécuriser et pas prendre uniquement que du risque en tant que tel. D'où l'investissement du dirigeant en actions ordinaires, donc au Oui, capital de la société. Parce que là, du coup, là, c'est au prorata. C'est-à-dire que quelle que soit la valeur de revente, si tu détiens, 30 de la société, tu reçois 30 des produits à la ouais, donc en fait, il y a ce double mix, un peu comme toi pour les assurances vie, en fait, c'est un peu le même principe. En fait, je oui, trouve que oui, ce oui, sujet était intéressant parce c'est qu'il vrai. y a une dualité qui ne s'oppose pas. C'est un peu vraiment un miroir. Le mix action ordinaire qui garantit un retour, enfin au prorata quoi. Oui, Tout le oui, monde, il est facilement déterminable et calculable pour le dirigeant. Si sa société vaut 100 millions et puis qu'il détient 30, il a 30 millions. c'est Voilà, ça. c'est facile à calculer. Exactement. Donc le retour est entre guillemets «garanti» parce que tu peux pas tomber à zéro. Enfin sauf s'il reste, 0 à la fin, ça s'appelle, liquidation on va dire et c'est pas censé être le cas courant. Mais donc cet instrument, on va dire qu'il est «pas risqué» entre guillemets, alors que l'action de préférence là, oui. Oui, là, Mais les montants sont pas du tout les mêmes, hein. Alors bon, généralement, je sais pas, mais enfin, c'est une moyenne, mais les actions de préférence, le coût que ça va être, c'est 100 000, 200 000, ah 300 000, alors que le réinvestissement, ça va être, 20 millions, tu vois? Donc c'est en pourcentage de l'opération, c'est vraiment pas beaucoup. et est-ce que tu peux, en moyenne, sur ton expérience et sur les clients, les prospects, que tu as accompagnés, est-ce que tu peux nous donner une ordre d'idée, de la surface, du pourcentage que tu peux allouer, à l'un et à l'autre? Alors ça va vraiment en fait, faut voir ça juste de manière un tout petit peu différente. Faut voir dans la poche que tu décides de réinvestir.
il y en a qu'une toute petite partie qui ira aux actions de préférence. Ouais. Donc en fait, le sujet central, c'est juste combien tu réinvestis. Le sujet pour le dirigeant, c'est est-ce qu'il, veut conserver, par exemple, la majorité du capital ou pas, 40 20 tu vois? Le sujet, c'est l'enveloppe globale et ensuite, de toute façon, c'est comme on dit, c'est chez nous, c'est l'épaisseur du trait. D'acc Sur 25 300 000 €, c'est l'épaisseur du trait. Donc c'est juste que ça viendra réduire la quote-part qu'il va réinvestir. C'est pas mmh, là-dessus, c'est pas, enfin le sujet suit le premier, tu vois? Donc OK, ces instruments, vraiment permettent aux dirigeants de pouvoir, percevoir encore une récompense supplémentaire si tout s'est bien passé. super. Très bien. Tu as déjà eu des dirigeants qui, parce que, qui ont eu des gains, enfin qui sont venus vers toi en ayant eu des gains de management package, qui t'ont dit: «Voilà, j'ai reçu, 1 000 000», non, ça t'est jamais. Non, même pas, Et honnêtement. ça t'est déjà arrivé, hein? Après Ou au débouclage de l'opération, le dirigeant il dit: «Bon, bah, ouais, c'est l'heure de, enfin, on a revendu, moi je veux, mon droit financier». Ça t'est jamais arrivé? Parce que ça peut être un client, hein, pour toi. bien Qui sûr, mais honnêtement, non, jusqu'à présent, bah, il est vrai qu'en tant que tel, oui, j'accompagne aussi les professionnels et les particuliers. À ce jour, j'ai une part un peu plus conséquente de particuliers que de professionnels, même si en tant que tel, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que, pour faire, remettre un peu dans le contexte, depuis le début d'année, même si ça ils ne sont pas toujours forcément concernés, mais il y en a quand même des bonnes PME qui peuvent être concernées. Faut pas oublier que depuis le début de l'année, début 2024, il y a eu à peu près 60 000 fermetures Mmh. d'entreprises, donc de liquidation des TPE-PME. Bon, ça va engendrer quand même pas mal de conséquences. Donc aujourd'hui, j'en suis des professionnels, mais d'ailleurs, bon, il y en a encore quelques bonnes PME, là aujourd'hui que je les suis, mais pour répondre à ta question, pour résumer, mais c'était pour apporter cette petite précision. J'ai pas encore eu l'occasion, mais Ça pourrait faire une bonne piste ça pour toi, pour tes prospects. exactement, Les dirigeants qui ont perçu des produits de sélection au titre de leur management pack. exactement, Qu'est-ce qu'ils en font ensuite? exact Soit ils les placent et on recommence l'épisode du podcast. Très ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. parce que c'est quand même des montants aussi qui peuvent être, conséquents, hein, donc pour les dirigeants, donc ça pour, ça peut être une piste, pour Heu, toi de prospect. Tu vois, je viens de te remplir ton carnet d'adresse. super, super, très bien. Bon, OK, bah, écoute, merci beaucoup Serkan pour toutes tes explications, c'était très clair et puis, merci pour tout. Est-ce que tu as une question ou un mot de la fin peut-être? Déjà, merci beaucoup pour cet échange très, très constructif et puis, c'est hyper intéressant d'avoir cette, comme tu l'as dit tout à l'heure, cet effet miroir. On vend une boîte, on fait une LBO, on fait il y a une session et cetera. Il y a un cash out, il y a des montants qui sortent. Qu'est-ce qu'on en fait? Et à titre perso et à titre pro, on peut conclure que, heu c'est complémentaire. C'est vraiment complémentaire. Il y a pas une partie d'un côté, une partie de l'autre. Donc il faut pas l'oublier et en petit mot de la fin, si, quelqu'un souhaite, avoir un accompagnement, d'un expert, comme toi dans ton domaine, bah, n'hésitez pas à aller le contacter, via, bah, dis-moi sur LinkedIn, d'ailleurs. LinkedIn, d'accord? En message privé et cetera, donc ou par mail sur LinkedIn. Pareil Et pour demande moi pour, Serkan. exactement. Je me ferai vraiment un grand plaisir de devenir, votre médecin des finances de demain, pour accompagner sur toutes ces problématiques, qu'on vient d'aborder, mais pas il y a pas que ça. Mais, vraiment d'avoir cette approche globale et vraiment ne pas oublier que, toujours l'humain au centre de nos relations et nos préoccupations. Super mot de la fin. Voilà, Merci Serkan. c'est moi qui te remercie et puis, bah, à très vite. À très vite.